Je me suis senti, comment dirais-je, une mission d'aller raconter ceux qui n'écrivent pas, ceux qui ne photographient pas, ceux qui ne filment pas, et ceux qui ont été forgerons à Concourès pendant toute une vie et qui disparaissent, et dont on oubliera le nom, la trace, et dont on fera, je sais pas, un abribus, un restaurant à kebab. Je me suis dit, je vais raconter la vie de ces gens-là. Hey, finta. Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter ici et maintenant, de s'engager aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis 10 ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Parmi les voix de Rodez, la sienne est sûrement la plus enjouée, envolée, toujours surprenante. Depuis plus de 30 ans, il arpente ses ruelles, s'accroche aux branches du patrimoine, farfouille dans les archives et les histoires personnelles pour nourrir ses journées de guide conférencier. Il aime à se définir comme un conteur de patrimoine, mieux, comme le premier au concours des circonstances. Car s'il était resté sagement sur ses rails, Jean-Philippe Savignoni aurait été comptable. Un heureux hasard l'a amené à se passionner pour cette ville qu'il a vue naître et grandir sans qu'il n'éprouve le moindre attachement pour ce piton qui lui rappelait vaguement la Corse paternelle. De la grande histoire de Rodez, il zigzague régulièrement, préférant les petites histoires de celles et ceux qui ne laissent pas de traces. C'est sa mission, il l'a ressentie comme telle, raconter la grandeur des petites vies et engager une course contre la mort en sanctuarisant la mémoire. Mais avec Jean-Philippe Savignoni, on a surtout parlé de son âme d'enfant qu'il cultive, de nos attentions volatiles qu'il s'évertue de capter pour ouvrir sans cesse de nouvelles fenêtres sur la ville. J'ai tout appris de sa volonté d'autopsier les Ruténois, de son regret de n'avoir pas recueilli la mémoire de ses parents et de sa passion pour ce qu'il se dit en cuisine. Et c'est dans la sienne, cuisine, à Rodez, qu'il m'a accueilli. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Merci Lola. beaucoup de m'accueillir donc chez toi, a priori. Dans ma cuisine, de 1959. C'est très précis, c'est par là que je voudrais qu'on commence d'ailleurs, parce que de tous les lieux que tu apprécies, tu as choisi celui-là pour me recevoir aujourd'hui. Pourquoi ? La cuisine, c'est un endroit de vie. C'est là où les gens se retrouvent. C'est là où on parle des choses de la vie. Il y a le salon, mais la cuisine, c'est autre chose. Il y a des choses qui se disent dans les cuisines qui ne se disent pas dans le salon. Et je sais qu'il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas aller voir en cuisine. Moi, je pense qu'il faut aller voir en cuisine. C'est là qu'il y a qui se disent des choses essentielles entre ceux qui constituent la famille et les autres qui passent ici. Voilà, la cuisine à la campagne, dans la ferme, le petit rond du verre de vin qui est resté collé et qui marque l'emplacement des verres de chacun, des bouteilles, les bruits qui craquent. Je suis très sensible aux cuisines. Eh bien, je l'apprends. J'en suis ravie. Ça dit quelque chose sûrement de toi. En tout cas, on est à Rodez, Oui. dans cette ville où tu es né. Toujours à Rodez, décidément. Pourquoi ? Mais parce que c'était pas prévu. Mon père donc est né à Pietradiverne, qui est un petit village en Castagnic, en Corse, et rien ne le prédisposait à passer ces dernières années et une partie de sa vie ici à Rodez. Et son épouse, ma mère, était lorraine, un pays de grand froid. Ils se sont rencontrés au Maroc où ils sont restés de longues années. Donc, vous voyez, Rodez était inconnu, totalement inconnu. L'Aveyron, la France, bon, un peu, mais... Et comment ils sont arrivés ici alors ? Donc, mon père était fonctionnaire de police et au gré il est arrivé au camp du Larzac pour une affaire donc, qui concernait des Algériens qui étaient sous protection. Et ensuite, il y a eu les événements que vous savez du Larzac et il est resté. Donc, moi, j'ai une sœur qui est née à Millau. Et puis après, il y a eu un poste qu'on lui a proposé à Rodez
qui ne leur plaisait pas à Rodez, ne plaisait pas à mes parents. Ils trouvaient que c'était froid, que les gens étaient pas comme à Millau, qui était une ville ouvrière, plus solidaire, plus simple. Ils ont trouvé à Rodez une certaine froideur. Voilà. Et donc, du coup, j'ai grandi sans sentir le moindre attachement de mes parents pour la ville où nous étions. Et l'image que je garde, et qui est donc une forme de preuve, c'est que les valises étaient sur l'armoire de leur chambre et elles attendaient. Et finalement, ils sont restés Vous voyez, comme toute leur vie? Et oui, comme la vie, ils sont enterrés ici, alors que rien. Alors après, ils se sont fait des amis. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils ne vivaient pas dans un bunker. Mais c'était pas là qu'ils auraient certainement vu le reste de leur vie. Ben, ça s'est fait comme ça. De quelle union est-ce que tu es le fruit? De quelle union je suis le fruit? Qu'est-ce que c'est cette belle question? Je suis donc l'union de la Corse et de la Lorraine, et ça fait un produit curieux. Mais je suis né à Rodez. Mais est-ce que je me sens ruthénois? Le ruthénois... Comment il est, le ruthénois? Le ruthénois, je ne sais pas comment il est. J'aimerais bien l'ouvrir un peu et voir comme un tourteau qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, il est très sur son piton. Et ça, je comprends, puisque moi, je partage cet amour. Il y a quelque chose comme le triangle des Bermudes à Rodez, qui fait que parfois, on y fait naufrage, entre guillemets. Hein. Un joli naufrage, hein, mais on s'échoue. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux. Et alors, on est attaché au clocher, on est attaché à la cathédrale, on est attaché au quartier, la place du Bourg, la place de la Cité. Voilà, et c'est quelque chose... Victor Hugo disait que plus on vieillit et plus la ville où on vit prend l'apparence d'une femme ou d'une personne qu'on aime, et ça devient impossible de se séparer d'elle ou de lui. En vieillissant. Oui. Est-ce que quelque part Rodez te fait penser peut-être à la Corse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est similaire Alors il y a quelque chose, non, à la Corse, non. C'est pas comme sur une île quand même. Oui, aussi. c'est une île, Rodez, c'est une île. Quand même, d'accord. Il y a un côté un peu, quand même, il y a un côté un peu îlien. Il y a l'Aveyron en bas qui ceinture avec l'Auterne, ça fait presque une presqu'île. Et il y a quand même un côté, mais comme partout ailleurs, Villefranchois, de clocher. Et donc il y a quelque chose d'attache et d'un peu de petit microcosme autour du clocher. Mais la Corse, non, après il faut partir vers Conques ou vers le Ségala, vers le pays des schistes pour retrouver un peu la région de mon père ou les Saturnicotes. Voilà, et c'est vrai, mon père disait que c'était un peu... Par moments, il avait l'impression de retrouver un peu la Corse dans le paysage, ouais. Et toi, comment tu expliques ton attachement alors à cette ville? Si tu l'as jamais vue dans les yeux de tes parents? C'est une malédiction. Non, mais je pense que mais ça s'est fait. Alors vraiment, c'est incroyable. C'est un destin. C'est que donc rien ne nous faisait tisser un lien entre la ville et nous. Donc mon frère et ma sœur, et donc mes parents. Mais moi, je me suis retrouvé par hasard, je ne sais pas si on en parlera, à devenir guide. Et vraiment, un guide dans une ville où j'avais pas plus. Alors j'avais des copains, évidemment, hein, mais l'histoire de la ville, la cathédrale, je voyais à peu près ce que c'était. Hein. Mais d'avoir travaillé son histoire, d'avoir étudié, la raconter aux autres, ça m'est vraiment pas venu à l'idée. Eh bien si. Et comme on dit premier dans un concours de circonstances, je sais pas. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Donc c'est vraiment... c'est une surprise. Et c'est une rencontre. Et du coup, je me suis retrouvé, je me suis révélé, si vous voulez, dans ce rôle-là qui est empreint de pierres, de familles, de commerçants, du cimetière de Rodez, de destin, de Bousquerolles, je sais pas, enfin tous ces noms. C'est devenu familier, et ça m'est devenu familier, donc familier proche de ma famille, et ça m'est devenu important, proche. Et surtout,
C'est ce que j'ai découvert, l'attachement pour les gens qui ont disparu et qui ont laissé des pierres ou qui n'ont rien laissé. Et donc, petit à petit, puisque ça va faire 40 ans, hein, ça paraît incroyable, cette histoire. C'est intéressant d'ailleurs que je te dise ça à toi. Je me suis senti, comment dirais-je, une mission d'aller raconter ceux qui n'écrivent pas, ceux qui ne photographient pas, ceux qui ne filment pas, et ceux qui ont été forgerons à Concourès pendant toute une vie et qui disparaissent, et dont on oubliera le nom, la trace, et dont on fera, je sais pas, un abribus, un restaurant à kebab. Je me suis dit, je vais raconter la vie de ces gens-là. Pourquoi ? C'est une bonne question que je me pose à moi-même. Je ne sais pas, parce que Lamartine disait que l'oubli, c'était le second linceul des morts et qu'on fait un métier, nous, qui est sur le souvenir et la mémoire, du latin monere, qui veut dire faire souvenir. Je me suis dit que jusqu'à mon dernier souffle, je raconterai la vie du voisin d'en face, puisque je suis revenu en plus dans le quartier de mon enfance. C'est incroyable, je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai mis 55 ans ou un peu plus à traverser la rue et revenir presque chez moi. Et c'est très curieux de voir en face l'immeuble où on a vécu et de voir d'autres gens qui y vivent. Au début, on a envie de les mettre dehors de chez soi. Et après, évidemment, ils sont chez eux. Peut-être il faudrait que j'en parle à un médecin, je crois. Hein. Mais donc voilà, donc c'est un métier, celui de conteur. Enfin, bon, moi je dis conteur du patrimoine, normalement c'est guide conférencier, mais finalement vous avez compris que je suis plus ça va, moins je suis attiré par l'histoire avec un H, ou alors l'histoire avec un H me permet de parler des petites histoires. Tu as commencé en me disant, je ne sais pas si on va en parler, si de ton métier on va un peu en parler, c'est difficile de faire autrement. Tu t'y destinais pas au patrimoine ? Je lis de toi que tu étais parti dans la comptabilité. Mais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la vraie histoire, hein, il y a la préhistoire et la vraie histoire. Alors, mais la vraie histoire, c'est que à l'issue de mon bac littéraire, parce que je n'étais pas du tout chiffre, hein, je suis quelqu'un de lettres, et je ne savais pas quoi faire. Les plus dégourdis étaient déjà partis à Toulouse depuis longtemps. Et moi, je me suis retrouvé faire des études de comptabilité à la Chambre de commerce pour préparer un diplôme d'études supérieures de commerce. Et tenez-vous bien. Voyant que je pédalais dans la semoule, une année après, ma mère m'a dit « J'ai écrit pour toi ». Je ne sais pas si vous voyez j'ai écrit pour toi. C'est-à-dire, j'ai écrit une lettre en disant que moi, c'était toi. À la mairie qui cherchait un TUC au service culturel. Qu'est-ce que c'est un TUC ? Un TUC, c'est un travail d'utilité collective. Et non pas les petits gâteaux secs à l'apéritif. Mais c'était ce qu'on appelait un emploi jeune à l'époque. Ah oui, ok. Alors évidemment, à l'époque, on remontait à... Alors c'était pas... C'était quand même après la Seconde Guerre mondiale. C'est les années 80. On va dire, en 85, j'avais 20 ans. Et donc, ma mère m'a dit, tu vas être convoqué à la mairie, au service culturel. Mais je lui ai dit, mais laissez-moi tranquille. Et moi, j'étais fait pour la contemplation, la rêverie. Oui. La poésie, quelque chose, pas la bousculade. Et du coup, j'ai été bousculé. Je me suis retrouvé au service culturel où j'étais reçu. On m'a dit, j'ai beaucoup aimé votre lettre. Ma mère déjà faisait mes rédactions quand j'étais en troisième. Elle écrivait très bien parce c'était une ancienne directrice d'école et institutrice. Et donc, elle avait fait une belle lettre. Et on m'a dit, écoutez, on vous prend, si vous voulez, au service culturel. Alors, je voyais le lac qui s'éloignait, je voyais des amis qui s'éloignaient avec qui j'avais peut-être promis de passer l'été. Et me voilà donc au service culturel de la ville de Rodez, dans un service appelé ESCA, Enseignement, Sport, Culture, Animation, à l'ancienne école Galie. Et je suis resté là 1 an. On a été content de moi. J'ai découvert les comédias au chariot, j'ai découvert... je faisais quoi, de l'affichage, je faisais la billetterie. Et après... Monsieur Tomasi, qui était adjoint à la culture sous la mandature de Marc Sancy, m'a dit « Écoutez, monsieur Savignoni, je crois qu'il faut que vous alliez voir un peu ailleurs. Vous allez maintenant aller voir l'office de tourisme. C'est des touristes, il y a de l'histoire. Vous allez voir un peu. » On m'a mis à l'accueil. On m'a dit « Écoute, monsieur Savignoni, vous allez faire visiter la chapelle à côté. » J'ai dit « Écoutez, moi, elle est baroque. » Mais j'ai dit « Baroque
Moi, je croyais que c'était le nom d'un historien hongrois, ou enfin, je ne savais pas ce que c'était que baroque. Donc, je partais à zéro, hein, c'était mon niveau dans l'histoire, hein, en gros. Et je me suis retrouvé à bûcher 2 petits polycopiers qui sentaient l'alcool, là, à l'époque. Maintenant, ça ne sent plus l'alcool. Et j'ai accueilli les gens. Et aux premières journées du patrimoine est arrivé un monsieur très tôt. C'était un peu gêné de lui faire la visite parce que c'était 8h30. Quand on est guide, il faut mettre en action la machine, si vous voulez. Après, quand on est chauffé, on ne s'éteint plus. Vous voyez, au micro déjà. Et il m'a dit, j'aimerais bien visiter la chapelle. Alors, je lui ai dit, mais je vais vous accompagner. Alors, je lui ai fait la visite de la chapelle. Et après, il est parti. Il m'a dit, très bien, je vais continuer. C'était le week-end du patrimoine, première journée, première année. Et en fait, je l'ai vu en photo sur le journal, c'était le préfet l'Aveyron. Et j'allais dire, j'avais passé déjà un petit oral. Et je suis parti. Après, on m'a dit, tu vas faire la cathédrale. Et puis, je suis tombé dans cette histoire. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. Et donc, ça veut dire que ce métier, tu l'as appris complètement sur le tas? Complètement. Je suis une erreur, un autodidacte. 1515, pour moi, c'était le temps de cuisson du poulet à la broche, quoi. 1h15, non. Alors que je ne pensais pas du tout à Marignan. Donc, je suis parti de l'histoire. Donc, peut-être, alors, vous voyez, où tu vois, Lola, plus simplement, je pense que ce qui a fait que, humblement, modestement, on m'a beaucoup prêté l'oreille, et je remercie tous les Ruténois et les autres qui m'ont suivi, parce que c'est vraiment, quand on est guide, on ne sait jamais qui en aura. Hein. Des fois, vous êtes tout seul, des fois, guide, personne n'est venu. Et souvent, il y a eu des gens de Rodez qui sont revenus, mais revenus faire la même visite. Par exemple, ça fait 19 ans ou 21 ans, je ne sais plus, que je fais le cimetière de Rodez. Et les gens reviennent. Et c'est très touchant. Et je crois peut-être, s'il faut trouver une explication, c'est peut-être parce que j'étais, pour certains, j'étais, je ne sais pas si on peut dire de leur milieu, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit connoté, mais de leur milieu de connaissances. C'est-à-dire, il y avait des gens qui arrivaient bruts. Et moi, j'étais aussi brut qu'eux. Et donc, finalement, ça m'était facile de me mettre à tous les niveaux, puisque moi-même, j'étais au niveau à -1. Et donc, les gens m'ont aidé à devenir guide. Ce sont les gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont forcé à aller étudier. Alors, j'avais ça, évidemment, quand même, parce que quand on est guide, on ne part pas tout nu. Hein. Mais ils ont gratté. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, tiens, mais vous savez... Et du coup, ça m'a intéressé à Rodez. Qu'est-ce qui, dans le patrimoine, t'émeut? Est-ce que c'est les gens ou est-ce que c'est la pierre, les lieux? Alors, la pierre, j'adore toucher les pierres et surtout les portes, les encadrements de fenêtres, là où seuls les gens se sont accoudés. Comme disait un historien dans la préface des Frères corses d'Alexandre Dumas, j'ai un imaginaire du Moyen-Âge, j'ai un imaginaire de l'histoire. C'est-à-dire, si je ferme les yeux, je peux voir une petite maison sur la route de Conques où j'imagine le dernier tour de clé dans la porte. À un moment, les gens sont trop vieux, ils ne peuvent plus se lever. On sent donc que les enfants sont partis. Il y a cette mamie qui reste. Elle restera jusqu'au bout. Elle marche encore. De temps en temps, elle ouvre la fenêtre. Elle n'est devenue plus qu'un ombre, un fantôme, une silhouette. On la confond avec la blancheur du rideau. Et petit à petit, il y a le dernier tour de clé. Elle se retourne. On l'envoie dans un EHPAD ou une maison de retraite. Elle sait plus bien tellement où elle va. Peut-être elle perd la tête. Et elle disparaît. Il reste derrière elle ces petits pas dans le chemin. Et le tour de clé dans la porte qui marque la fin. Vous voyez, ce que je vous raconte, je le vois, alors que c'est pas vrai, puisque je connais personne, hein, et je vois pas cette maison. Mais en vous le disant, elle m'apparaît. Ça me permet aussi, si vous voulez, de raconter des histoires aux gens par le biais de l'émotion, parce qu'elle me vient assez naturellement, en fermant les yeux, et ça me permet d'écrire des livres et des histoires, puisque se dresse, si vous voulez, se dressent des chemins, des maisons et des gens. En revanche, il faut écrire. Et je ne peux pas écrire comme je parle. Sinon, ça serait trop simple. Je n'ai pas ce talent-là. C'est assez intéressant parce que là, de toute pièce, tu fabriques ton histoire. Soignez-moi, Lola. Soignez-moi. J'oserais pas. Complètement imaginaire. Alors que ton métier, c'est quand même d'être dans le vrai et dans le dur et dans la science. Enfin, ça dans m'intéresse l'histoire. Plus, le vrai. Mais ça veut dire que tu racontes des histoires, des vraies histoires. Non, des fausses histoires. Non.
Non, 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 non. Je peux vous donner toutes les dates qui sont les bonnes. Mais après, il est vrai que à la cathédrale, je ferai ressentir un rayon de lumière qui traverse un vitrail et qui est la manifestation de Dieu, puisque Dieu est lumière dans la construction de la cathédrale, et à partir du moment où la lumière traverse le vitrail, elle est d'essence divine. Et ça, je peux peut-être le faire remarquer parce qu'il y a ce rayon de soleil qui apparaît au moment où j'arrive, plutôt que leur dire que la première pierre a été posée en 1276. Donc ça veut dire que tu vas chercher ton visiteur par l'émotion, que tu le captes en fait, Oui, d'entrée. alors, je vais le chercher très naturellement. Je ne me dis pas, celui-là, je vais le choper par l'émotion, il va Bien sûr. ressortir bousculé par ce que je vais lui dire. Non, non, mais c'est parce que ça me vient. Alors avant, je me freinais. Avant, j'en restais sur mon petit chemin de guide conférencier. Et d'ailleurs, c'est très bien, un guide conférencier, c'est une espèce en voie de disparition, puisque il y a les orang-outans, les pandas et les guides conférenciers. Les guides conférenciers ou pas conférenciers sont les audioguides. Moi, j'ai rien contre les audioguides. Je ne parle pas 25 langues. Je ne peux pas faire 25 visites sur la journée, sinon j'explose. Il faut de tout pour faire un monde. Mais maintenant, le numérique, qu'est-ce que c'est ? La réalité augmentée. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'augmente la réalité? Moi, déjà, la réalité, il vaut mieux la fuir. La réalité, vous la connaissez. Donc, j'augmente l'imaginaire. Aussi bien aux scolaires, aux enfants, qu'aux adultes. Pour moi, c'est pareil. Les enfants, d'ailleurs, je ne vois pas qu'est-ce que c'est qu'un adulte. Et d'ailleurs, si c'est ce que je crois, un adulte, c'est pas super quand même. C'est quoi que tu crois? Ben, un adulte, c'est un enfant qui a mal tourné. C'est-à-dire, une fois qu'on grandit, on ne fait plus de cabane, on ne joue plus avec ses copains. Il y a la déclaration des impôts, il y a la taxe foncière. Alors, évidemment, je simplifie énormément. Mais après, notre horizon est un peu plus limité, un peu plus borné. On ne joue plus à « on dirait que je serai ». Et si on joue, on dirait qu'on serait, tu serais quoi toi? On dirait que je serais... c'est une bonne question. On dirait que je serais Davy Croquette. J'aurais une petite maison en bois dans la forêt de la Yule. Et j'essaierai de savoir quel est l'animal qui a laissé ses traces dans la bouillasse devant moi. Donc c'est vous dire si mon cas est désespéré. Lola ne dit pas non, donc parce que je m'ennuie de moi-même très vite et je pense que les gens s'ennuient aussi. Et comme j'ai une formation où j'ai fait beaucoup de scolaires, d'enfants, l'attention d'un enfant, c'est le temps qu'un oiseau se pose sur une branche. C'est-à-dire, il est parti. Donc tout de suite, si vous voulez, je sais pas, je pars sur toutes les directions pour retenir l'attention, mais je pourrais cracher du feu, jongler, me contorsionner, je le ferai. Pour garder l'attention. Et oui, parce que les gens, ça part très vite. Et la mienne aussi, en visite. Pourquoi? Parce que, bon, ça ne m'intéresse plus, moi, comme disent 1728. À la fin de la visite, est-ce que je saurais que c'est 1728? Non, c'est le bâtiment qui m'aura touché. Il y aurait quelque chose qui se sera fait avec le guide, mais c'est pas sur la date. Alors parfois, c'est sur la connaissance du guide. Ah ben, il est costaud. Hein. Ah ben, dis-donc, qu'est-ce qu'il savait des choses? Oui, bon, peut-être, ouais. Enfin, c'est plus ça, moi. Je suis plus dans l'émotion, c'est vrai. Par exemple, le musée Soulages, si vous voulez, ce qui me plaît dans Soulages, c'est plutôt le destin. Ça me plaît. Oh là là, que ça me plaît, ça. Hein, ça me plaît. Un président du conseil qui découvre des tableaux de Soulages après-guerre, il y a une exposition, il dit qui c'est qui fait ça, les couleurs sont très atones, très éteintes. Et alors on vérifie sur des papiers, on dit c'est un Soulages, un monsieur Pierre Soulages de Rodez. Et alors le président du conseil, dont j'ai oublié le nom, dit « Ah ben si on fait de l'art contemporain à Rodez, où on va, quoi ?» Donc voilà, vous voyez, le destin de Rodez était de rester une petite ville de province, éloignée de toute forme artistique. Eh bien non. Et ça me plaît. Mais ça veut dire qu'une bonne histoire, elle a toujours un rebondissement quelque part. Oui. Et est-ce que dans toutes les histoires de vie, il y a des rebondissements? Est-ce que toute vie est bonne à entendre? Puisque maintenant tu t'intéresses aux petites histoires. Est-ce que toute vie est bonne à entendre? Est-ce que tout le monde a quelque chose à dire? Oui. Et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je suis sûr que tout le monde a une chose à raconter. Souvent, les gens ne savent pas la raconter, leur vie.
parce qu'il la raconte des fois aux enfants, mais les enfants, il y a un âge où ils écoutent et où ils n'écoutent plus. Et quand ils écoutent, c'est des fois trop tard. C'est le cas pour mes parents. Donc, en général, on ne fait pas de photos. Ou alors, quand on fait des photos, maintenant, on fait des photos avec le téléphone, mais c'est comme si on ne faisait pas de photos. Et quand on faisait des photos, rarement on met le lieu et la date. Je vous dis parce que moi, les archives privées, j'en ai vu beaucoup. Mais il y a pas, des fois, on le fait. Hein. Et surtout, on est sûr que notre histoire n'intéressera personne. 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 Le destin de M. Ferral, forgeron à Concourès, tout le monde s'en moque. Eh bien non. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire que toi, tu as envie de partager? Déjà, je trouve formidable qu'il y a M. Ferral qui devient forgeron. Ça, déjà, ça me plaît. Un Ferral forgeron, oui. Et après, c'est les rencontres humaines avec les gens. Sa petite moustache, ses yeux un peu inquiets, de me voir, il ne me connaît pas. Et puis, quand on pose des questions aux gens pour apprendre leur vie, il faut créer un lien, hein, Lola. Et donc, ce lien, ce fil qu'on tisse, ça prend du temps. Et après, les gens vous racontent des choses, qui sont allés pour la première fois au Maroc, qu'ils avaient pris l'avion dans les années 50, que ça leur a fait très peur. Et petit à petit, on rentre dans une intimité de choses qu'ils n'auraient même pas racontées à leurs enfants, parce que quoi, voilà, on les voit, on les connaît, on raconte pas ça, donc on se confie et petit à petit se crée un truc et une histoire. Hein. Attention, je vois déjà le spectre de la nostalgie, du passéiste et du c'était mieux avant. Non, non, non. Je préfère qu'on me soigne aujourd'hui, qu'on m'arrache les dents aujourd'hui. Mais par contre, le terme de nostalgie est presque un gros mot. Moi, ça me gêne pas du tout. La mélancolie, c'est autre chose. On est d'accord. Mais la nostalgie, oui, on a la nostalgie du temps qui est passé, de ses parents qui étaient vivants. Est-ce qu'on peut regarder le patrimoine sans avoir de la nostalgie? Je ne sais pas ce que c'est le patrimoine, honnêtement. Par exemple, la 404 Peugeot de mon père, pour moi, c'est la nostalgie, c'est du patrimoine pour un collectionneur de voitures anciennes. Mais le patrimoine, c'est tout. C'est tout. C'est la poissonnerie de Figeac qui n'existe plus. Celle de Rodez, qui était rue Neuve et tenue par Monsieur Vergne. Tout ça, c'est du patrimoine. Ouais, le patrimoine, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, vous voyez, c'est la cabane d'enfants derrière la maison. Tout est patrimoine. Patrice, c'est ce que nous ont légué nos pères. Hein. Donc, il y a le patrimoine, l'héritage. Donc, ça, c'est les espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est pas le plus important, vous le savez bien, Lola. Le plus important, c'est ce qu'on vous a transmis sur le terroir, le territoire, les gens, la vie, l'attachement, le lien au quartier, le lien à la ville, le lien au clocher, le lien aux gens. C'est ce que disait Shakespeare. Que devient le blanc une fois que la neige fond? Il reneigera. Hein, mais c'est parfois pas tout à fait la même neige. Parce que le monde a un peu changé. La montagne n'est pas tout à fait la même. Donc la neige n'est pas la même. Mais là, au cimetière, j'allais dire, je suis chez moi. Je cours sur toutes les tombes. Il y en a trop, mais j'essaye de les raviver. Je souffle sur les cendres, je rallume les cierges, je fais du feu, j'attise les flammes, les braises de la mémoire. Allez, on se dit, quand on est guide, c'est ça qu'on se dit. Allez, on va faire des émules, on va faire des gens qui vont s'intéresser. Et tu es bien placé, puisque toi, tu étais tuc, tu ne t'intéressais pas du tout à l'histoire, et regarde où tu en es maintenant. Tu as commencé en me disant que ce métier-là, c'est une mission presque que tu avais endossée. Oui, parce que souvent, on n'est pas écouté. Pas souvent, mais des fois, on n'est pas écouté. Des fois, les gens, les enfants ne vous écoutent pas. Des fois, voilà, des fois c'est plus difficile, des fois on est moins bon, des fois, voilà. Des fois le public est moins bon, et des fois c'est le guide qui est un peu seul sur scène. Hein. Tu disais que dans les visites, tu choisis l'ingrédient, tu te fais plaisir toi aussi d'une certaine manière dans les visites que tu mènes, mais qu'est-ce que tu donnes de toi? Qu'est-ce que je donne de moi? C'est une bonne question. Un guide, il donne tout. Hein. Ben oui. Déjà, il donne sa santé. Parce que quand le groupe est là, il faut y aller.
il me revient en mémoire le père de Roger Rey. Roger Rey, c'est celui qui a créé l'école du chariot avec Paul Astruc, les Comédiens au chariot, qui est la plus ancienne troupe amateur donc de France, hein, comme vous le savez. Et Roger Rey me racontait que son père, je ne sais plus ce qu'il faisait comme métier, bon, mais qui va passer longtemps jusqu'à ce qu'il meure, donc dans une retraite assez longue. Il m'a dit se promener dans Rodez et il aidait les gens qui cherchaient un bus et puis des gens qui cherchaient la cathédrale. Il voulait que les gens aiment sa ville. Et quand on est guide, on veut convaincre les gens. Alors quand il pleut, quand c'est dimanche, quand tout est fermé, il faut faire naître des trucs. Vous voyez, il faut sortir une colombe de son chapeau, il faut faire encore un peu plus le truc. Voilà, après, qu'est-ce qu'on laisse? Donc on laisse sa voix. Je vois que par exemple quand je fais des visites, quand j'enchaîne, je perds ma voix. On laisse donc un peu de son émotion. Il y a des visites où on est ému. Tu vois, qu'est-ce que j'aurais donné comme comptable? Qu'est-ce que j'aurais pu donner comme comptable? Mais quel comptable? Alors déjà, l'entreprise qui m'aurait employé aurait fait faillite, évidemment, serait tombée au plus profond. Donc voilà. Mais surtout, qu'est-ce que j'aurais pu faire naître des chiffres? La date, oui, j'ai bien obligé. La hauteur du clocher, 87 mètres. Donc, il faut bien sortir de temps en temps des chiffres. D'accord. Vous voyez, par exemple, Pierre Soulages, c'est pas tant qu'il a atteint 102 ans qui m'intéresse, même si c'est évidemment un incroyable voyage. Un incroyable voyage. Mais ce qui m'intéresse, c'est par exemple, à l'inauguration en 2014 du musée, je me rappelle très bien que Pierre Soulages s'est tourné vers quelqu'un de son aéropage là, en disant « il faut que j'y aille ». Et on a eu peur qu'il soit très fatigué, qu'il ait besoin de s'allonger. Bon, il était déjà en 2014, alors, il était déjà âgé. Non, on lui a demandé si tout allait bien. Il a dit « mais il faut que je peigne ». C'était le jour de l'inauguration du musée qui, le seul dans le monde, portait son nom. Il était présent, donc il y avait tout le monde autour de lui. Il avait fait l'inauguration, il avait fait la petite conférence avant, il avait fait tout ça. Il était encore avec les gens, mais il y avait ce besoin de peindre. Et ça, je trouve que c'est plus fort que tout. Ça me plaît plus que de donner sa date de naissance. Et donc vous voyez, on en reviendra toujours à cette histoire, et je ne peux pas faire autrement, de petits chemins par derrière, de rentrer par les cuisines, puisque vous êtes chez moi dans la mienne, et de passer par l'entrée de service. C'est-à-dire par l'émotion, par tout ce qui est, peut-être tout ce qu'on n'attend pas d'un guide conférencier, mais maintenant je ne sais plus qu'est-ce que c'est qu'un guide conférencier. Protégez-les. Est-ce que tu as déjà ressenti que tu tournais en rond? Oh là! Alors, je tourne en rond pour cerner un problème. Mais est-ce que je tourne en rond? Est-ce que si j'entends... Oui. En fait, on ne tourne jamais en rond dans l'histoire d'une ville parce qu'il y a toujours à apprendre. Toujours. C'est-à-dire, on va aux archives et alors là, c'est un puits sans fond. En revanche, il est vrai que sur la visite de Rodez, j'ai après proposé une dizaine de visites à thème. Donc, Fualdès, l'assassinat du procureur Fualdès la nuit, le cimetière de Rodez, les jardins cachés de Rodez. Bon, enfin bref. Et ça, c'était pour essayer d'élargir la palette de Rodez, pour montrer que la ville... Après, j'ai eu la chance, et ça, je le dois à Rodez Agglomération qui m'emploie, faut le dire, qu'on me laisse filmer. Et donc après, je suis parti dans une collection qui s'appelle Muséum et qui est devenue Parole de Ruténois, c'est-à-dire filmer des gens. Donc, on en revient à mon forgeron, mais aussi au judoka Raymond Saquet,
qui a participé au développement du judo dans les années 50 à Rhodes. Voilà. Ça m'intéressait de savoir comment le judo est arrivé à Rhodes. Peut-être que j'ai un problème. Après, ça m'intéressait d'enregistrer le café de chez Simone, Place du Bourg, qui en fait avait commencé à l'Hôtel du Parc. Ça m'intéressait d'aller chercher cette histoire et toutes les autres que Simone allait nous raconter sur les cafés de Rhodes. Et ça, j'ai eu cette chance d'aller filmer tout ça pour qu'il reste, d'aller enregistrer et garder de la mémoire. Je pense que fondamentalement, si j'en parle à un psychologue, plutôt un psychiatre maintenant, c'est l'idée de lutter contre la mort, en fait. Et j'ai la naïveté, mais je ne crois pas que ce soit très naïf, de me dire que dans 40 ans, dans 50 ans, ceux qui seront là et qui feront Rhodes se tourneront vers ces petits films et ces petites images. Parce que moi, j'adorerais voir des images d'Eugène Rinaldi qui fut maire de Rhodes, de Denis Puech, le sculpteur. Ça veut dire qu'il y a cette volonté de laisser une trace de ta part. Alors, leur trace, hein. Après, un guide n'existe pas, il se remplace. Et si on file la psychologie de comptoir, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de ne pas regarder sa vie que de fouiller dans celle des autres? Oui. C'est vrai qu'à se nourrir de celle des autres, ça évite peut-être de radoter dans la sienne. Donc les autres, vous voyez, ils sont les gens qui m'ont appris à devenir guide, ils sont les gens qui m'ont appris à m'intéresser à la vie. Et du coup, à oublier ma petite vie, à moi, et à me soucier de celle des autres. Et à me rendre compte, en allant filmer les autres, que je ne vais même pas poser de questions à mes parents. Et que c'est trop tard. Donc, si vous nous écoutez, amis, tendez un micro, enregistrez, photographiez, mettez la date et où c'est derrière, et imprimez vos photos. Voilà, parce que qu'est-ce que c'est si fragile? Qu'est-ce que j'ai vu arriver d'ébène dans des endroits que je ne citerai pas, où elle n'avait rien à y faire. Je n'ose pas le dire ici parce que le micro tremblerait. C'est-à-dire des endroits où on pourrait penser que la mémoire est sanctuarisée et que non. Il y a des endroits où, à des moments, des choix qui font qu'il faut faire de la place. Et à un moment, tout ça, une partie des choses disparaissent. Et donc, il faut être toujours vigilant. Je voudrais t'amener sur 2 questions pour finir notre conversation. 3 heures après, elle m'avait dit 40 minutes. Est-ce que tu entends des voix? Ah. Alors, je n'entends pas des voix. Alors oui, parce que ça pourrait arriver. Le guide, peut-être comme Jacques Brel entendait des applaudissements ou peut-être des sifflements dans le public. Non, je n'entends pas des voix. En revanche, j'entends la voix du silence, c'est-à-dire la voix de celle qui s'éteint. Oui, celle-là, je la vois, oui. Je suis convaincu, je ne vais pas encore citer d'endroit, qu'il y a là des gens, là maintenant, qui vont s'éteindre sans qu'on les ait enregistrés. Si j'étais vraiment celui que j'aimerais être, je me mettrais, comme il y a des photomatons, je mettrais un mémoire-ton. Un mémoire-ton, ça pourrait être mal connoté. Un mémorium, non. Un mémoire, en tout cas, un truc où les gens viendraient déposer leur mémoire et leurs souvenirs dans Rhodes. J'adorerais ça. C'est une idée que j'avais eue. Elle n'est pas allée plus loin, parce que j'ai souvent des idées, des fois elles ne vont pas plus loin. Voilà. Parce que je me dis, comment, si on ne jette pas de filet, on va ramener du poisson? Et il n'y a pas beaucoup de gens qui jettent du filet. Et ceux dont on pourrait penser qu'ils vont le faire, ils ne le font pas, parce que soit c'est parce qu'ils ont déjà d'autres filets à jeter ailleurs, et soit parce qu'ils n'y pensent pas ou que ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, j'entends la voix du silence. Oui. Ouais. Je vois les lumières qui s'éteignent. Une deuxième question. Et dernière question. La rituel de Finta. En quoi est-ce que tu crois? Alors, c'est une très bonne question à poser à un guide qui fait visiter la cathédrale. Et oui, depuis 40 ans. Alors,
Alors, je pourrais te dire ce que m'a dit le père Michel Ginisty, que je viens de filmer pour le dernier opus de Paroles de Rithénois qui va sortir bientôt et qui m'a bouleversé, puisqu'il a 95 ans, qu'il est resté prêtre toute sa vie à Rodez, et qui m'a dit, en me regardant, qu'en moi, il voyait Dieu. Donc, il voyait Dieu dans tous les hommes. Je me suis dit qu'il croyait en l'homme, puisque Dieu est dans chacun. Mais c'est pareil avec les statues menhirs. Les statues menhirs du musée Fenaille, au bout de 20 ans, si vous voulez, de visite, il se crée aussi quelque chose avec les gardiens des musées. Ah oui. Soit tu n'es pas possédé par l'œuvre ou l'œuvre te possède. Si elle te fait rien, il faut mettre des petits points en boîte. Un guide, nécessairement, devient un peu fou. S'il faut prendre le guide du château de Versailles ou celui de Bournazel, s'il fait 40 ans de guidage à Bournazel, s'il n'entend pas des petits escarpins descendre les escaliers ou le froufrou de certaines robes, c'est qu'il est normal et il faut qu'il se pose des questions. J'ai essayé de reprendre le fil de ma question. En quoi est-ce que tu crois ? On peut rester sur ce grand pont. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Mais merci à toi, Lola. Et je vous voyais les gens. Non, mais je sais que tu as tous les auditeurs de Finta derrière moi et tu nous parlais à nous tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.